Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre JT. Coup de projecteur ce soir sur le rendez-vous des experts de la cybersécurité, un secteur en perpétuelle évolution qui ne cesse d'innover face aux différentes menaces numériques. Nous en parlerons avec Sébastien Massé, directeur général de Monaco Cybersécurité. Le CHPG lance une campagne de formation à l'autopalpation dans les entreprises, une opération qui vise à sensibiliser les femmes au risque de cancer du sein. C'est l'une des plus anciennes associations humanitaires en principauté, l'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance, célèbre cette année ses 60 ans. Son secrétaire général, Jérôme Froissart, est notre invité ce soir. Et puis à la fin de ce journal, nous mettrons à l'honneur les saveurs vénézuéliennes de la chef Victoria Valenina, un voyage culinaire à ne pas manquer. Mais avant de développer ces titres, retour sur cet incident technique qui a touché des dizaines de milliers de foyers dans les Alpes-Maritimes jusqu'au Var. Une panne d'électricité géante a eu lieu mercredi soir, peu avant 20 h. Même si la gestion de son réseau est gérée par la France, la principauté n'a pas été impactée, l'incident ne concernant que certaines lignes à haute tension. La situation est revenue à la normale en France aux alentours de 22 h. Parlons à présent d'un sujet qui nous concerne tous et au plus haut niveau. La sécurité numérique est régulièrement menacée. Plusieurs outils sont développés pour la renforcer. Ils sont actuellement exposés à Monaco aux assises de la cybersécurité. La 23e édition rassemble 3000 personnes, des experts, des acteurs de la sécurité numérique. Bonsoir Sébastien Massé. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Monaco Cybersécurité. Comment opérer une transition numérique en toute sécurité? Effectivement, il est important pour opérer cette transition numérique de réfléchir à ses besoins de sécurité. Parce que la transition numérique aujourd'hui se fait nécessairement en intégrant ces notions de cybersécurité et la sécurisation de ces nouveaux usages. Donc beaucoup d'entreprises se développent leurs usages numériques. Il est extrêmement important d'intégrer de la sécurité dès la conception de ces nouveaux usages. Et quelles sont les principales menaces du numérique ? Les menaces sont très importantes aujourd'hui. On est dans un contexte qui est international, qui évolue très rapidement avec des menaces qui dépassent largement l'échelle de Monaco et qui, bien entendu, impactent notre environnement de façon très importante. Les contextes géopolitiques actuels fait que le nombre de cyberattaques augmente très fortement. Il est nécessaire pour les entreprises de prendre en compte ce risque et de l'adresser au bon niveau. On a l'impression aussi qu'elles sont de plus en plus ingénieuses. Est-ce que c'est le cas ? Tout à fait. On a des attaques qui sont de plus en plus innovantes, si je peux utiliser ce terme. Les attaquants comme les sociétés de services comme la nôtre se battent justement pour être au dernier niveau et avoir une ingéniosité, que ce soit en termes d'attaque mais également de défense. Et on a la nécessité d'avoir des outils technologiques de plus en plus poussés pour être en capacité de détecter ces cyberattaques. Vous qui êtes un expert en cybersécurité, est-ce que Monaco est souvent ciblé ? Monaco n'est pas plus souvent ciblé qu'un autre pays, mais oui, Monaco est ciblé, les entreprises monégasques sont ciblées comme toute entreprise aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas faire un focus sur Monaco, on est vraiment dans un contexte qui est un contexte international et qui dépasse très largement Monaco, mais qui l'inclut également. Et c'était important pour Monaco de participer à ces assises, hein. Comme je viens de le dire, on est dans un contexte qui est international, donc être présent aux assises, c'est aussi faire partie de cette communauté, pouvoir échanger avec des acteurs qui sont des acteurs qui à l'extérieur de la principauté et qui vont nous permettre, que ce soit des acteurs technologiques mais aussi des sociétés comme la nôtre, de partager sur la connaissance de la cybermenace et qui vont faire que nous allons être meilleurs dans notre capacité de défense et d'accompagnement des entreprises. Vous avez dévoilé lors de ces assises justement le premier SOC souverain privé. Qu'est-ce qu'un SOC ? Alors un SOC, c'est un Security Operations Center. En français, c'est un centre d'opération de sécurité. Ce sont des équipes qui vont permettre justement de détecter, d'analyser, mais également de réagir à des incidents de sécurité. C'est des équipes qui sont opérationnelles H24, 7 sur 7, et dont la vocation est donc de protéger les entreprises et organisations qui travaillent avec nous. Oui, c'est devenu un élément essentiel, hein.
C'est un élément fondamental, ça fait partie d'un des éléments sur lesquels une entreprise doit évoluer et doit mettre en place justement ces mesures de sécurité. C'est une innovation. Le côté innovant de notre offre vient surtout sur la notion de souveraineté, puisque c'est quelque chose qui a déjà été tenté dans différents pays, mais qui aujourd'hui, en principauté, voit le jour, est opérationnel, avec notamment le support du gouvernement, avec le support de Monaco Cloud, qui est aussi un organe qui vient justement et qui permet le lancement de cette offre. C'est grâce à l'hébergement proposé par Monaco Cloud qu'on est en capacité de proposer ces services avec cette souveraineté. Et puis un partenaire technologique qui nous accompagne et avec lequel nous avons signé nos accords aujourd'hui, qui est la société Sequoia.io. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Massé d'avoir été avec nous depuis donc les assises de la cybersécurité. Merci infiniment. Merci beaucoup. Sébastien Massé nous le disait, Monaco peut être ciblé par des cyberattaques comme tous les pays, ce qui nous amène à poser cette question: comment la principauté se positionne en termes de sécurité numérique? Frédéric Fautrier, directeur de l'agence monégasque de sécurité numérique, nous répond. Il est au micro de Fabien Bonilla. On a un gros avantage, c'est la taille du pays. C'est souvent considéré comme un inconvénient, mais dans notre domaine, c'est un avantage, puisqu'on peut avoir une proximité que ne peuvent pas avoir nos confrères français. En l'occurrence, on a eu une discussion hier avec un groupe de travail français qui effectivement remontait la problématique de traiter ces sujets pour les collectivités territoriales. Certains départements, certaines régions sont très isolés en matière de cybersécurité et ont des problèmes. Ce n'est pas le cas en principauté. On s'est donné les moyens au niveau de l'État. Les entreprises ont joué le jeu et se donnent les moyens pour se sécuriser. Donc on est plutôt bien lotis en principauté. Et le SOC souverain que nous évoquions avec Sébastien Massé de Monaco Cybersécurité est un outil qui contribue. En basket, l'Euroleague fait son grand retour à Gaston-Médecin ce vendredi. Les hommes de Sacha Obradovic reçoivent la Virtus Bologne. Après une défaite sur le parquet de Valence la semaine dernière, les Monégasques veulent absolument réagir devant leur public. Propos recueillis par Yannick de Bever. Depuis mon retour, j'ai vu que c'était un tout nouveau Mike, beaucoup plus souriant. On voit qu'il prend du plaisir sur le terrain. C'est simple, hein, quand il marque des paniers, des fois on le voit sourire, il se tourne vers nous. Il a une énergie qui est vraiment communicative et ça fait plaisir à voir et de le voir aussi bien et ça pousse le groupe clairement. I think like this supposed to be goal for the season. I think like we should have like our gym full, like our sixth player, always ready to help us. Like we need this more than ever. Still, we are from the beginning trying to find ourselves, our best chemistry. We even in Valencia we had some things which we had to execute better. The last couple of games we don't execute like the way we're supposed to, which is like matter of, let's say, our maybe bad preparation. Like maybe catching some easier game, like in a French league. Now, like intensity is supposed to be much higher, much bigger, pressure, like mental pressure is supposed to be there, like every EuroLeague game, but we have to still be calm and play our game. Monaco Virtus Bologne, c'est donc ce vendredi à 19 h à la salle Gaston-Médecin. Mathieu Liberator, le chef du service échographie-scénologie au centre hospitalier Princesse Grace, l'annonçait sur notre antenne en début de semaine. Le CHPG se mobilise à l'occasion d'Octobre Rose. Il a lancé une campagne de formation à l'autopalpation dans les entreprises. Christinda Tomel a suivi l'un de ces ateliers de sensibilisation. Vous voyez son reportage réalisé avec Hugo Comaza. Monaco Télécom compte 50 femmes dans l'entreprise sur 250 salariés et c'est pourquoi le réseau Monacotel, le réseau des femmes de l'entreprise, a vu le jour il y a 6 mois de cela afin de mettre en place un certain nombre d'initiatives et parmi celles concernant le bien-être et la santé des femmes au travail, la démarche Octobre Rose du CHPG a immédiatement séduit Monaco Télécom qui est l'une des premières entreprises à Monaco à mettre en place cet atelier pour ses collaborateurs. Un atelier qui mettait en avant l'importance du dépistage précoce du cancer du sein en sensibilisant les femmes de l'entreprise à l'autopalpation.
C'est un succès, parce que sur les 50 femmes de l'entreprise, on a à peu près 35 personnes qui se sont inscrites à l'atelier. Et puis, comme tout groupe humain, comme toute société, notre entreprise est aussi touchée au travers de certaines femmes qui ont été atteintes du cancer du sein depuis plusieurs années, qui ont été accompagnées, mais on sait la souffrance que ça représente, l'angoisse. Et on a aussi pensé aux hommes, parce qu'on a quelques hommes dans l'entreprise, on les compagne, sont malades actuellement ou l'ont été. Et donc c'est quelque chose qui est très fédérateur pour l'entreprise. Des intervenants du CHPG sont donc intervenus pour parler de l'autopalpation et enseigner aux femmes les bons gestes à pratiquer pour déceler la moindre anomalie sur leur poitrine. L'autopalpation, c'est d'abord avoir la connaissance de son corps et plus particulièrement aujourd'hui la thématique c'est de ses seins. Donc la première étape c'est de se regarder dans la glace pour pouvoir voir une évolution physique de sa poitrine. Et la deuxième étape c'est de palper son sein. Donc on palpe le sein opposé par rapport à la main qui va palper. Et l'objectif c'est d'inspecter toute la zone du sein pour rechercher une éventuelle chose anormale qui n'était pas là précédemment lors de l'autopalpation précédente. Donc, il y a l'aspect visuel dans un premier temps et après il y a l'aspect au toucher pour voir les ganglions, les espaces où vraiment on sent que c'est un peu dur. Enfin, donc là on l'a vraiment vécu et avec le mannequin Rosie ça nous a facilité les tâches pour pas que ça soit abstrait. C'est important parce que si une tumeur est détectée précocement, le traitement sera peut-être moins lourd et avec un meilleur résultat. Ça peut toucher toutes les femmes. Donc dans mon entourage, j'ai eu dans mon entourage une connaissance mais jeune donc qu'il avait eu et du coup c'était le déclic chez moi. Je me suis dit donc c'est pas uniquement les femmes âgées, il faut faire la prévention et je me suis dit que là vraiment c'est important de commencer par dans ce cadre de sensibilisation pour dire que c'est important déjà que ce soit pas tabou, il faut quand même savoir s'autopalper pour pouvoir faciliter la prévention. Donc c'est quelque chose vraiment de très bien, une très bonne initiative qui a été lancée. Prochaine initiative pour le réseau Monaco-Tel, une conférence sur le sexisme au travail qui sera donnée au mois de janvier prochain. C'est reconnu, le sport ou l'activité physique ont de nombreux bienfaits sur notre santé. Un message qui va prendre une nouvelle dimension alors que Paris organise les Jeux Olympiques en 2024. À Monaco, la Société Nautique va lancer prochainement un tout nouveau programme baptisé Aviron Santé. En quoi consiste-t-il et à qui est-il destiné? La réponse avec Frédéric Elion sur des images de Lionel Bernardi. Un programme innovant et original de remise en forme via l'Aviron. Inspiré par une initiative de la Fédération française d'aviron, la Société nautique de Monaco va proposer à partir du 3 novembre le programme Aviron Santé. On est parti de deux constats. Le premier, c'est qu'à Monaco, malgré la richesse du tissu associatif local, on n'a pas, ou très peu du moins, d'activités physiques adaptées pour les personnes qui sont en souffrance, en maladie longue durée. Et donc le deuxième constat, c'est qu'à la Société nautique, on est convaincu des bienfaits du sport, tant pour le corps que pour l'esprit. Et donc voilà, fort de ces deux éléments, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, on ne peut pas rester là sans rien proposer pour ces personnes qui en ont vraiment besoin. Le projet a reçu l'aval du Conseil de l'Ordre des médecins. Objectif de ce programme, réservé à un public sédentaire, en perte d'autonomie ou souffrant d'affections longue durée, reprendre le contrôle de son corps, retrouver un mode de vie actif via une pratique adaptée de l'aviron, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Parfois ce sont des traitements lourds ou si ils subissent la maladie et ils vont venir chercher dans l'Aviron Santé un programme qui va complètement leur être adapté. Parce que c'est des gens, parfois, ils n'osent pas ouvrir la porte d'une salle de sport pour reprendre un sport, une activité sportive. C'est un peu rédhibitoire parce que les tarifs déjà sont élevés et c'est un peu de sport de masse, donc c'est vraiment pas individualisé. Donc là, dans le programme Aviron Santé, ils auront ce programme, cette attention qu'ils ont besoin au quotidien afin de pouvoir se sentir mieux. 4 créneaux horaires seront proposés par semaine, 2 séances le mercredi et 2 le vendredi pour des groupes de 6 à 10 personnes maximum. Les prérequis, savoir nager, avoir une mobilité suffisante et être déclaré apte à la pratique par son médecin traitant. 2 demi-journées portes ouvertes seront prévues les lundis 23 et jeudi 26 octobre de 14h à 17h.
C'est l'une des plus anciennes associations humanitaires en principauté. L'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance, célèbre cette année ses 60 ans. Cofondée par la princesse Grace en 1963, elle est aujourd'hui présidée par son Altesse royale la princesse de Hanovre. Depuis 6 décennies, l'AMAD s'engage dans la protection et l'épanouissement de l'enfance. Son secrétaire général est notre invité ce soir. Bonsoir Jérôme Froissart. Bonsoir Émilie. 60 ans d'action, que représente cet anniversaire pour l'association? C'est un événement important, 60 ans comme vous pouvez l'imaginer, 60 ans d'engagement en faveur de l'enfance. C'est l'occasion pour nous déjà de célébrer cet anniversaire, de réunir l'ensemble de nos partenaires, en tout cas une partie, et surtout nos donateurs, autour de cette ambition que l'on partage tous et qui est une ambition renouvelée en faveur de la protection de l'enfance. Cette association est présidée par la princesse de Hanovre. C'est une présidente très impliquée, hein. Ah, écoutez, oui, on a la chance d'avoir une présidente qui est à notre côté, qui a ses idées sur l'association, sur cette problématique de l'enfance, de protection de l'enfance, qui s'illustre notamment par des programmes comme sur les mineurs non accompagnés. C'est un sujet de préoccupation majeur de notre conseil d'administration, de notre présidente, mais aussi des sujets comme les enfants, ce qu'on appelle fantômes, les enfants qui sont sans état civil, 240 millions d'enfants à travers le monde qui n'ont aucune existence légale. Donc c'est un engagement fort, je dirais, en termes de programmation, mais aussi en termes d'implication personnelle sur le terrain, au jour le jour, et c'est comme ça que nous travaillons. Justement, comment l'AMAD agit concrètement sur le terrain? Quelles sont les actions fortes que vous menez? Alors l'AMAD, je dirais, a évolué depuis 60 ans. Hein. Ça a été, en 1963, une des premières associations créées dans le domaine de protection de l'enfance, avant même la Convention internationale des droits de l'enfant, avec un modèle déjà assez innovant de travailler en réseau avec d'autres associations de protection de l'enfance à travers le monde. L'AMAD est maintenant positionnée depuis une dizaine d'années comme un acteur de la philanthropie à impact en faveur de l'enfance. Donc l'AMAD porte des programmes qu'elle met en œuvre localement sur le terrain avec des partenaires qu'elle a identifiés, des associations locales qu'elle accompagne dans leur développement, pour en faire des partenaires forts de la protection de l'enfance dans leur pays. On part du principe que nous n'avons pas forcément, nous, la solution ici, mais la solution, elle doit être portée sur le terrain, elle doit être incarnée sur le terrain, et c'est notre contribution. Et puis le troisième métier, c'est celui du métier du plaidoyer, de la communication, de la sensibilisation. On ne parle pas suffisamment d'enfance peut-être, parce que l'enfant, justement, est celui qui bien souvent n'a pas la parole, que l'on ne voit pas. Donc on s'attache à incarner ces problématiques au travers des enfants que l'on appuie, de ces bénéficiaires, et de leur donner la parole pour faire changer, faire bouger les lignes. Est-ce qu'il y a des territoires, Jérôme Froissart, où il est difficile d'agir? Je dirais ça se complique un petit peu. Hein. Il y a 10 ans de ça, c'était déjà pas forcément facile. Ça devient un peu compliqué, mais je pense qu'on a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on a une approche très terrain, avec les partenaires locaux. Donc ça, c'est un avantage. Et puis aussi un avantage, je pense qu'en tant qu'ONG monégasque, ce qui nous permet aussi de continuer à travailler dans certains pays, sachant que nous, justement, on a cette ambition pour l'enfance, pour les acteurs locaux, toujours en lien, bien sûr, avec les gouvernements, avec les autorités locales. Mais je donne peut-être un exemple au Burkina Faso. C'est un pays où on est en train de mettre en œuvre un projet sur la régularisation à l'état civil de 20 000 enfants. Et on est une des rares ONG, je dirais, francophones à pouvoir continuer à travailler dans ce pays. J'imagine que la guerre en Ukraine ou le conflit israélo-palestinien vous mobilise. Mais finalement, Jérôme Froissart, toutes les situations sont des situations d'urgence. Hein. Oui, tout à fait. Alors, on travaille sur le moyen terme, sur le long terme. Hein. Nos programmes sont des programmes d'accompagnement par phase de 3 ans. Donc, on travaille sur le temps long, à la recherche de l'impact. Mais nous avons aussi la possibilité de nous mobiliser dans les cas d'urgence. Donc, ça a été le cas en Ukraine, où on a soutenu justement des maternités sur la ligne de front. Ça a été le cas au Liban, et on est toujours prêt à intervenir dans le cas de l'urgence, même si ce n'est pas notre métier premier, on est plutôt sur, je dirais, la post-urgence. L'enjeu est toujours le même aujourd'hui. Quelles sont les ambitions de l'AMAD maintenant que vous venez de célébrer vos 60 ans? Alors cette ambition, c'est de devenir cet acteur de la philanthropie à impact, de pouvoir offrir une offre de philanthropie à des grands donateurs,
qui s'engagent autour de nous. Alors cette occasion de cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de faire de belles rencontres avec des donateurs qui se disent écoutez, moi ce que vous faites, ça me plaît, plutôt tel programme, j'aurais telle ambition. Je viens d'hier d'avoir une confirmation d'un donateur par exemple qui me dit, qui vient de République démocratique du Congo, qui a ses affaires là-bas, et qui me dit moi en tant que homme d'affaires là-bas, j'ai un gros problème, je ne trouve pas de femmes justement pour mon conseil d'administration, de femmes formées, et l'avenir du pays passera par l'éducation. Donc on va mettre en place avec ce donateur un programme spécifique pour former cette jeunesse africaine. Eh bien, merci beaucoup Jérôme Froissart d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer les 60 ans de l'AMAD. J'en profite pour rappeler aux téléspectateurs le site internet de l'association amad.org. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le cycle 2023 de conférences de la Monaco Méditerranée Foundation s'est achevé hier soir au One Monte Carlo avec un dernier rendez-vous qui avait pour thème la Méditerranée, carrefour de culture, de peuples et religions. Plus de détails dans ce reportage de Frédéric Hélion et Hugo Comasa. Qu'est-ce que la Méditerranée? La question peut sembler banale et pourtant elle mérite d'être posée. L'historien français Fernand Braudel disait « c'est 1000 choses à la fois ». Il est difficile de définir ou résumer la Méditerranée et sa complexité. Pour le faire, le professeur Andrea Riccardi était l'invité de la Monaco Méditerranée Foundation. Le thème de la conférence, la Méditerranée, carrefour de culture, de peuples et de religions. Quelquefois, on a peur de la Méditerranée. On a peur à cause de sa complexité. L'horizon de la Méditerranée pour les pays du Nord devient l'horizon du risque, du danger, de l'immigration, du terrorisme, des problèmes. Je pense que la Méditerranée, ce n'est pas seulement un horizon de problèmes, mais c'est un monde de ressources où nous sommes appelés à vivre ensemble. L'Est de la Méditerranée est actuellement au cœur de l'actualité avec la situation autour de la bande de Gaza. C'est triste ce qui est arrivé en Israël et Hamas, les attaques d'Hamas contre Israël, c'est une guerre. Mais la Méditerranée est aussi le mer de la guerre. Nous devons rappeler la Syrie et nous devons rappeler les tensions qui vivent dans cette réalité. Je m'interroge, nous sommes obligés par notre géographie à une réalité d'insécurité? Je ne crois pas. Je crois que notre géographie méditerranéenne, c'est une grande ressource. Cette soirée était le dernier rendez-vous du cycle de conférences 2023 de la Monaco Méditerranée Foundation. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'association monégasque pour l'Amérique latine a organisé en début de semaine un concert au Théâtre des Variétés. Les Masters de la Canción Criolla del Pérou avaient pour invité la chanteuse Cecilia Bracamonte, la violoniste Maria Elena Pacheco et le guitariste Ernesto Hermosa. 3 artistes qui sont actuellement en tournée européenne. À noter que l'AMLA organisera son gala annuel le 8 décembre prochain au One Monte Carlo. Il mettra à l'honneur le Panama. Restons en Amérique latine avec ces saveurs qui viennent jusqu'en Principauté, au cœur du patio de l'hôtel de Paris. Un restaurant éphémère vient d'ouvrir. Le Taera Monte Carlo propose une immersion dans la cuisine vénézuélienne. Émilie Terrasson et Hugo Comasa sont allés à la rencontre de la chef Victoria Valenia. Une cuisine pleine de saveurs, c'est le souhait de ce nouveau restaurant de la Société des Bains de Mer. La carte propose des recettes vénézuéliennes qui prennent racine dans l'histoire de la chef du restaurant. Je suis née et j'ai grandi au Venezuela. Je suis partie du Venezuela quand j'avais 18 ans. Et en fait, j'ai fait toute ma carrière sur Monaco et c'était en tout cas une opportunité pour moi de pouvoir exprimer et montrer un petit peu la cuisine de mes origines. Et la cuisine de mon terroir. Et pouvoir le mettre en avant à Monaco, c'est vraiment une grande opportunité.
Après une carrière en France et en principauté, l'envie de cuisiner les saveurs de ses origines est apparue. Elle a adapté les recettes traditionnelles de sa grand-mère et de sa nourrice à son savoir-faire. Il a fallu faire pas mal de recherches dans les bouquins de ma grand-mère et de ma nourrice. Et c'était vraiment un petit peu en fonction de demander et de goûter et d'essayer de retrouver les saveurs en tout cas que j'ai eu l'habitude de manger quand j'étais petite, car ça fait très longtemps que je ne suis pas allée au Venezuela. Et c'est d'autant plus difficile parce qu'on est en train de cuisiner plutôt avec des mémoires et essayer d'avoir vraiment la cuisine de mon enfance. Donc ça n'a pas été un travail facile, mais je pense que ça va être assez réussi. Le Taïra propose donc une expérience culinaire à retrouver dans le patio de l'hôtel de Paris pendant près d'1 an. Rejoignons à présent Chrisinda Thomel pour les prévisions météo. Bonsoir Chrisinda, quelle est la tendance pour la journée de vendredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, le temps sera couvert, se partageant entre le gris et le bleu. L'après-midi sera cependant plus ensoleillé que la matinée. Les températures seront comprises entre 22 et 15 degrés. Pour ceux qui souhaitent encore se baigner, l'eau de mer sera à 23. Demain, le soleil se lèvera à 7h40 et se couchera à 18h52. Vendredi, nous fêterons les Gémeaux. Oui, et avis aux superstitieux, demain, nous serons le vendredi 13. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. On se quitte avec ce compte à rebours, J-7 avant le début de la foire attraction. Un moment attendu aussi bien par les petits que par les grands et que mettent en valeur ce soir les photographes de la direction de la communication. Demain, vous avez rendez-vous avec Yannick de Bever pour votre JT de fin de semaine. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.